Bienvenue pour cette leçon qui fait partie du cours de traitement du signal. Alors la leçon que je vais vous présenter fait partie du chapitre qui s'intitule « Signaux déterministes à temps continu ». Alors cette leçon ne comporte en fait qu'une seule rubrique qui est « Série de Fourier des signaux périodiques ». Alors, je vous rappelle ce qu'est un signal périodique. Un signal périodique, vous voyez, c'est un signal qui se reproduit à l'identique pour une certaine durée temporelle t. Par définition, plus mathématique, il existe une valeur grand U, telle que quel que soit t, x de t plus u est identique à x de t. Vous savez aussi, vous l'avez vu précédemment, que par définition, la plus petite valeur de grand U s'appelle la période, et nous la désignerons dans la suite par la lettre grand T. Alors pour ces signaux, qui sont d'ailleurs des signaux, je vous le rappelle, de puissance finie, Fourier, qui était un mathématicien français du XIXe siècle, a effectivement proposé une décomposition. Il n'a pas à l'époque donné l'ensemble des résultats qui permettent de justifier toujours les formules de synthèse, mais ce travail a été fait par la suite par d'autres mathématiciens. Aujourd'hui, nous poserons place au problème mathématique. Nous admettrons que dans tous les cas d'intérêt pratique, les résultats que je vais énoncer s'appliquent. Alors, pour revenir donc à la définition précédente, donc je vous ai donné pour un signal périodique dont on a déduit la notion de période, qui était la plus petite valeur de U que l'on a définie précédemment, on a fini pour cette variable grand T, qui est la période, un inverse, et alors l'inverse de T porte un nom dans la littérature, pour les signaux périodiques, l'inverse de T s'appelle la fréquence fondamentale. Vous verrez que quand on manipule des signaux périodiques complexes, il n'y a pas seulement la fréquence fondamentale qui apparaît, c'est-à-dire en fait l'inverse de la période, mais il y a aussi tous les multiples de la fréquence fondamentale. Alors il est d'usage de désigner ces multiples de la façon suivante. Alors les multiples de la fréquence fondamentale s'appellent ce qu'on appelle les fréquences harmoniques. L'idée donc de Fourier a été de voir si un grand nombre de signaux pouvaient être décomposés, signaux périodiques, compliqués a priori, le motif qui se reproduit à l'identique peut être excessivement complexe, si ces signaux pouvaient être recomposés à partir des coefficients qu'il a introduits. Alors voici la définition des coefficients de Fourier. La quantité x de k, où k est un indice qui appartient à z, c'est-à-dire à l'ensemble des entiers naturels, positifs et négatifs, sont définis de la façon suivante: x de k égale 1 sur t, somme de 0 à t, de x de t et puissance moins 2jπ, petit k sur grand t, petit t dt. Et ce qu'a supputé, et ce qu'a montré Fourier dans un certain nombre de cas simples, mais après ça a été étendu de façon très générale, c'est qu'on pouvait resynthétiser le signal x de t, dans des conditions donc très générales, de la façon suivante: x de t est égal à la somme sur k appartenant à z de x de k et puissance plus 2jπ, petit k sur grand T, petit t. Alors juste pour rappeler la formule de Fourier que l'on a vue précédemment lorsqu'on a parlé de la transformée de Fourier des signaux d'énergie finie, x de f égale intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t et puissance moins 2jπ ft df. Nous avons aussi vu la formule inverse qui était x de t égale somme de moins l'infini à plus l'infini de grand X de f et puissance plus 2jπ ft df. Là, je m'étais trompé, donc je remets, c'est dt. Alors pourquoi je rappelle ces deux formules? Pour une raison très simple. Si on regarde maintenant les expressions que l'on a ici, elles sont totalement l'analogue dans les indices discrets de ce que nous avions pour la transformée de Fourier. Dans la transformée de Fourier ici, x de f, f appartient à grand R, est une fréquence donc qui appartient au continuum moins l'infini plus l'infini. Ici, dans les coefficients de Fourier, la fréquence k sur t, c'est bien homogène à une fréquence, c'est l'inverse d'un temps. Cette fréquence ici est discrète dans le sens où on énumère les fréquences 0 sur t, 1 sur t, 2 sur t, etc. Et donc d'une certaine façon, on peut dire que les coefficients de Fourier sont pour les signaux périodiques ce qu'est la transformée de Fourier pour les signaux d'énergie finie. La différence maintenant, c'est que dans le cas des signaux d'énergie finie, la transformée de Fourier était définie sur un continuum de fréquences de moins l'infini à plus l'infini, et qu'à présent pour les signaux périodiques,
la transformée de Fourier, ou plutôt les séries de Fourier, sont définies sur un ensemble discret de valeurs qui sont en fait les multiples de la période de la fréquence fondamentale 1 sur t. Alors, les signaux périodiques se présentent de la façon suivante. Ce sont souvent donc les mélanges de sinusoïdes et ils servent en général de modèle pour de nombreux signaux provenant d'un système oscillant. Alors je crois qu'effectivement, dans une des leçons précédentes, vous avez vu qu'un certain nombre de phénomènes physiques de type vibratoire produisaient effectivement des signaux qui étaient très proches de signaux périodiques. Je vous avais même rappelé à l'époque que, sous des conditions, disons, d'approximation linéaire, on pouvait en fait, pour ces systèmes-là, propagation acoustique, propagation radioélectrique, avoir un système qui effectivement développait des modes sinusoïdaux, des modes oscillatoires, et que souvent ces modes oscillatoires étaient de nature périodique, c'est-à-dire composés d'une fréquence fondamentale et de fréquences harmoniques. Alors je vous rappelle effectivement que l'on a vu cela dans le cas d'un piano. Nous avons associé à cette époque-là le son en question à la vibration de la corde du piano. Nous l'avons aussi vu lorsque nous avons parlé de propagation acoustique à travers un certain nombre de systèmes, comme par exemple en géophysique à travers la couche terrestre. Nous avons aussi parlé de propagation de type périodique, c'est-à-dire mélange de sinusoïdes, lorsque nous avons parlé des modes qui se développaient dans les systèmes radioélectriques. Enfin, je vous rappelle que nous avons aussi largement utilisé pour illustrer les premières leçons de ce cours un signal qu'on appelle le signal de parole. Et l'une des parties du signal de parole, vous vous souvenez, qui était segmentée en des parties dites voisées, puis des parties qui étaient non voisées, les parties voisées, en fait, correspondaient aussi à la vibration des cordes vocales et produisaient en fait quelque chose qui peut être modélisé par des mélanges de sinusoïdes. En fait, on peut faire une remarque importante, c'est que en fait, les nombreux résultats que nous allons présenter dans cette leçon s'appliquent en fait à des mélanges de sinusoïdes générales, c'est-à-dire, j'entends par là, des signaux de la forme x de t égale somme de k égale 1 à p de ak cosinus 2pi fkt plus φk. Et pour de tels signaux, qui est la somme en fait, comme vous le voyez, de p sinusoïdes d'amplitude ak déphasées les unes par rapport aux ordres de quantité φk, ces sinusoïdes, on n'exige pas que les fréquences soient nécessairement multiples d'une même fréquence fondamentale. Et donc pour de tels signaux, un certain nombre de résultats que nous allons montrer s'appliquent encore à ce type de signal. Alors là, nous allons retrouver en fait une propriété dont nous avions parlé lorsque nous avons fait la transformée de Fourier. Et parmi la première propriété là que je retrouve ici, c'est cette fameuse propriété de symétrie hermitienne. Alors de quoi s'agit-il? Vous vous souvenez que pour un signal réel, nous avions, lorsque nous avons parlé de la transformée de Fourier, nous avions la propriété suivante. Cette propriété s'écrivait de la façon suivante. On avait x de t réel entraînait que x de f était égal à x étoile de moins f. Et bien on peut dire que par analogie, et souvent d'ailleurs les formules que l'on a présentées dans la partie qui correspondait à la transformée de Fourier des signaux d'énergie finie peuvent se traduire de manière analogue en substituant à la variable petit f qui représente la fréquence en transformée de Fourier, en substituant en fait la quantité k sur t. Et c'est bien ce que nous avons ici, dans le cas d'un signal maintenant périodique, ce qui est associé à ce que l'on appelle la représentation fréquentielle ou représentation de Fourier, ce sont des coefficients xk, et quand ces coefficients xk proviennent d'un signal périodique, évidemment réel, eh bien on a la propriété suivante, le coefficient xk, qui fait référence en fait à la fréquence k sur t, est égal à x étoile de moins k. C'est-à-dire que ces deux nombres sont complexes conjugués, et donc, propriété importante, de la même manière que l'on avait dans le cas de la transformée de Fourier, le module des coefficients de Fourier sont égaux. Donc pour un signal c'est réel, on se souviendra que le module des coefficients de Fourier sont identiques. Module de x de k est égal à, identique donc, à i module de x de moins k. De la même manière, l'argument des coefficients de Fourier est une suite impaire. Alors pour un signal périodique,
la puissance a pour expression P égale 1 sur T, somme de 0 à T, de module au carré de x de T, dt. Alors effectivement, vous vous souvenez que dans la définition de la puissance, il y avait une limite, quand t tend vers l'infini. Évidemment, ici, cette limite ne sert pas, puisque le signal étant périodique, il se reproduit à l'identique, et donc il suffit de calculer la puissance, c'est-à-dire en fait l'énergie du motif allant de 0 à t, et de le diviser par la durée du motif. Là, nous avons un résultat très important, qui s'appelle l'égalité de Parseval, que nous avons aussi vu dans le cas des signaux d'énergie finie. Dans le cas des signaux périodiques, cette égalité s'énonce de la façon suivante. Donc la puissance, je le rappelle, qui est égale à 1 sur t, somme de 0 à t, de module de x de t au carré dt, est précisément égale à la somme de moins l'infini à plus l'infini des modules au carré des coefficients de Fourier. Cette expression que l'on vient voir permet donc de donner une signification, une interprétation très directe de ce qu'est la série, de ce que sont les coefficients de Fourier. Alors, il est d'usage de représenter les coefficients de Fourier sous la forme de raies, on va en voir tout à l'heure quelques exemples, régulièrement espacées, de raies, d'amplitude module de xk carré. Et la somme, je vous le rappelle, de ces modules au carré, c'est précisément la puissance. Donc on a, dans ce cas-là, une suite de valeurs situées aux fréquences harmoniques de la forme k sur t, et cette représentation de ces coefficients en modules au carré situés sous la forme de raies d'amplitude module de xk au carré, cette représentation s'appelle le spectre du signal périodique. Alors en voilà un exemple. Nous avons ici le spectre d'un signal périodique, et j'ai marqué ici réel, évidemment. Vous constatez sur cette représentation que j'ai volontairement, ici, représenté l'ensemble du plan spectral, et dans l'ensemble du plan spectral, on voit qu'il y a des coefficients. Donc à la fréquence 1 sur t, qui est la fréquence fondamentale, on a une raie d'amplitude x1 au carré. À la fréquence 2 sur t, nous avons une autre raie, etc. Et vous remarquerez que, dans la façon que j'ai ici de représenter ce spectre, j'ai volontairement mis des amplitudes égales sur les fréquences situées à des indices positifs et à leur correspondant en indices négatifs. Et donc, quand on voit un spectre comme celui-là, qui possède cette symétrie paire, eh bien, on sait que l'on a affaire à un signal périodique réel. Donc ça, c'est typiquement la représentation des signaux périodiques, des représentations fréquentielles des signaux périodiques, un ensemble de raies localisées aux fréquences de la forme k sur t, et dont l'amplitude des raies est égale au module au carré des coefficients de Fourier. Alors parmi les raies, il y en a une qui porte un nom particulier, et qui est celle qui correspond à la fréquence 0, c'est-à-dire x de 0. Alors x de 0, c'est 1 sur t, somme de 0 à t de x de t dt, c'est quelque chose qui mesure en quelque sorte la moyenne du signal divisé par le temps, et justement, précisément, cette raie-là, enfin plutôt cette composante-là à la fréquence 0, s'appelle la composante continue. Elle correspond effectivement au niveau moyen du signal autour de la valeur 0. Alors, comme on l'a dit, et je le rappelle parce que c'est une chose importante, dans l'égalité de Parseval, le spectre représente précisément la répartition de la puissance le long de l'axe des fréquences. Donc il y a une signification dans le spectre qui est que si un signal a de la puissance dans les fréquences élevées, on doit voir apparaître effectivement dans le spectre des amplitudes beaucoup plus importantes dans les multiples élevés de la fréquence fondamentale k sur t, et inversement pour un signal qui posséderait de la puissance plutôt localisée dans les fréquences basses de ces harmoniques. Alors, nous allons prendre un exemple extrêmement simple ici, qui est tout simplement la somme de trois sinusoïdes. Alors, regardons ici, la première sinusoïde a une amplitude égale à A. C'est A cosinus de pi f0t, sa fréquence, c'est f0. La deuxième sinusoïde que j'ai rajoutée, c'est plus B cosinus 4 pi f0t, et sa fréquence, c'est 2f0. Enfin, plus C cosinus de pi f0t, et ça, c'est la composante à la fréquence 3f0. Et donc, ce signal-là est un signal périodique qui est pratiquement écrit sous sa forme de décomposition en série de Fourier, comme nous allons le voir, et qui est un signal périodique de fréquence fondamentale f0. Alors, voyons pourquoi. Ben, c'est extrêmement simple. On s'aperçoit que
Le signal que j'ai pris, donc, je vous le rappelle, c'est un signal qui s'écrivait x de t égale grand A cosinus de pi f0t, d'accord, plus grand B cosinus 4pi f0t, plus grand C cosinus 6pi f0t. Évidemment, je vais encore là, je ne vais pas faire de développement avec des intégrales, je vais utiliser les propriétés classiques de la fonction cosinus. Vous savez que le cosinus est égal à la somme de deux exponentielles, et donc la première composante de ce signal est claire, c'est a sur 2 et puissance plus 2jpi f0t, plus a sur 2 et puissance moins 2jpi f0t. Et donc je vois effectivement que le signal qu'on possède un coefficient de Fourier égal à a sur 2 à la fréquence f0 et une amplitude, un coefficient de Fourier d'amplitude a sur 2 à la fréquence f0. De la même manière, si je développe le second terme, je vais obtenir ici b sur 2 et puissance plus 4jpi f0t plus b sur 2 et puissance moins 4jpi f0t. Et là, de la même manière, vous notez que ici, le 4f0 correspond à 2 fois 2f0. Et là, nous avons donc un coefficient de Fourier qui se trouve à la fréquence 2f0. Alors, pour résumer, je ne vais pas aller plus loin, vous le terminerez à titre d'exercice, mais on voit que ce signal comporte 6 raies. Il y a d'abord 2 raies d'amplitude A sur 2 à la fréquence f0, et évidemment, puisque le signal est réel par raison de symétrie hermitienne, à la fréquence moins f0. Une raie d'amplitude b sur 2 à la fréquence de f0, et donc, puisque le signal est réel par symétrie hermitienne, une raie de même amplitude à la fréquence moins 2f0, et enfin une raie d'amplitude c sur 2 à la fréquence 3f0. Alors, comme on l'a dit, ce signal est réel. Comme ce signal est réel, son spectre, effectivement, est constitué de modulo carré de coefficients de Fourier qui forment une suite paire. Si A égale 0 dans le signal précédent, il y a effectivement absence de la raie fondamentale. Mais ce n'est pas pour autant que le signal change de fréquence fondamentale. Sa fréquence fondamentale reste égale à f0. Et donc, si A est égal à 0 dans le signal précédent, il y a absence de la raie fondamentale et le signal reste donc là de l'inverse pour la période, c'est-à-dire de période 5 millisecondes. Alors regardons un petit peu ce qui se passe au niveau des signaux, ça permettra d'illustrer et de comprendre un peu plus clairement ce qui se passe. Donc ici vous avez effectivement, j'ai représenté le signal précédent. Donc ce signal-là, c'est-à-dire, je le rappelle ici, c'est le signal que nous avions proposé ici. Et là, dans ce cas-là, j'ai mis A égale 0. Donc je n'ai plus que B cosinus de 4pi f0t plus C cosinus 6pi f0t. Ce signal, j'insiste bien, est toujours de fréquence fondamentale f0. Et ce signal, il est reproduit ici au point de vue temporel sur une durée d'une centaine de millisecondes. Alors qu'est-ce que je vois pour le spectre? Effectivement, le spectre comporte des raies. Il y a une raie à la fréquence de 400 Hz. Il se trouve que ici f0 valait 200 Hz. Il y a une raie à la fréquence de 600 Hz, puisque f0 valait 200 Hz. Donc c'est la raie correspondant au coefficient k égale 2, k égale 3, et on voit que pour k égale 1, il y a absence du fondamental. Donc j'insiste bien, dans un spectre, ce n'est pas la plus petite fréquence présente qui détermine la fréquence fondamentale. Ce qui détermine la fréquence fondamentale, c'est l'espacement entre les raies. Il peut y avoir annulation de la raie correspondant à la fréquence fondamentale. Alors là, peut-être, on va illustrer autrement qu'avec des signaux synthétiques. Et donc là, j'ai pris un signal que nous avions vu lors d'une précédente leçon. Et ça, c'est en gros 100 millisecondes du signal produit par le Do numéro 3 sur un piano. Alors j'ai isolé, vous voyez, l'équivalent de 0,1 seconde, c'est-à-dire de 100 millisecondes. Alors ce signal, effectivement, a une forte, disons, ressemblance à un signal périodique. Donc on va étudier son spectre. On retrouve la structure évidemment périodique
qui est associé avec la fréquence fondamentale de 254 Hz, je vous le rappelle, qui correspond à la note Do 3 d'un piano. Alors maintenant, si nous observons son spectre, que voit-on? Eh bien, précisément, il y a des raies qui se trouvent à des multiples de la fréquence de 254 Hz. Il y a une première raie ici, c'est donc la raie fondamentale, qui est à 254. Alors pour simplifier, je vais dire que 254 c'est 250, et donc le double est à 500. Donc la première harmonique, qui est à 500 Hz, a cette amplitude qui est ici. Le troisième harmonique, qui a une fréquence donc d'environ 750 Hz, est celui-là. Et vous voyez donc que la note du piano, qui correspond au Do numéro 3, produit un son dont le spectre est constitué de raies régulièrement espacées, évidemment, de la valeur de F0, et dont les amplitudes sont caractéristiques de ce que l'on appelle en audio le timbre. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Si je joue la même note sur un violon, je vais avoir des harmoniques situées précisément aux mêmes endroits. La grande différence que j'aurai, c'est que l'enveloppe de ces harmoniques, qui est ici le trait en pointillé que j'ai représenté là, sera, lui, différent de celui-là. C'est-à-dire que les fréquences sont les mêmes, elles sont localisées au même endroit, mais avec une enveloppe spectrale différente. Et c'est cette enveloppe spectrale qui est caractéristique de ce qu'on appelle le timbre de l'instrument, lorsque deux instruments différents jouent la même note. Alors, maintenant, nous allons voir effectivement quelles sont les méthodes de calcul pour les coefficients de Fourier. Alors évidemment, la façon la plus simple des fois de démarrer, c'est de prendre la formule de définition. Donc je vous laisse faire des exercices là, à ce sujet-là, en partant effectivement de la formule qui est ici. Alors je vais vous proposer une autre méthode de calcul qui part en fait de la transformée de Fourier. Alors, la deuxième méthode de calcul que je vous propose, c'est d'utiliser la transformée de Fourier de ce que j'appelle le motif. Je vous rappelle que le motif, c'est le signal m de t, donc je lis, si x de t est périodique de période t, alors il existe nécessairement un motif m de t, de durée grand t, tel que x de t s'écrive comme la somme, je dis bien la somme, de ces signaux m de t décalés de t. D'accord? C'est-à-dire que le signal périodique est constitué d'un motif qui se reproduit, et la reproduction se fait avec un vecteur de translation qui est égal à 1t, 2t, 3t, etc. Et donc en fait, je vais pouvoir effectivement toujours écrire un signal périodique x de t sous la forme d'une somme d'un même signal m de t régulièrement décalé de la valeur kt, où t représente la période de ce signal périodique. Alors nous allons voir comment utiliser cette formule, mais la formule en fait est relativement simple. Les coefficients de Fourier du signal x de t s'obtiennent, je vais écrire ici la formule qui est écrite ici, donc qui est x de k égale 1 sur t grand M de k sur t, et cette formule signifie la chose suivante, je pars du signal m de t qui est un motif à temps continu, mais qui est un motif de durée grand t, donc il a une transformée de Fourier, et cette transformée de Fourier, je l'appelle grand M de f. Donc je la calcule à part, je fais ce calcul de la transformée de Fourier du motif. Et une fois que j'ai fait la calcul de la transformée du motif, pour trouver les coefficients de Fourier du signal xk correspondant effectivement à la réplication de ce motif m de t tous les kt, je peux dire que les coefficients de Fourier s'obtiennent très simplement en substituant à f la valeur k sur t. Et en multipliant, il ne vaut mieux pas oublier si on a des problèmes de dimension, en multipliant par la quantité 1 sur t. Alors c'est ce qui a permis ici, par exemple, de déterminer le spectre, c'est-à-dire les coefficients de Fourier, d'un signal comme celui-là, qui est tout simplement le module de cosinus de pi f0t. Alors le module de cosinus de pi f0t, c'est une sinusoïde, au départ de fréquence f0, mais comme on en prend le module, on redresse les quantités négatives qui deviennent à présent des quantités positives. Et donc ce signal-là, c'est en fait ce que l'on appelle en électronique une sinusoïde redressée. Cette sinusoïde redressée, pour calculer les coefficients de Fourier, je remarque une chose, c'est que le motif qui permet effectivement de reconstruire ce signal-là, c'est, je vais vous le dessiner ici de la façon suivante. Alors voilà ici effectivement la sinusoïde redressée, donc la voilà, elle est ici. Vous voyez que j'ai bien pris le module ici de cosinus de pi f0t, c'est-à-dire qu'il y a dans ce dessin-là, uniquement les valeurs positives sont conservées comme des valeurs positives. Les valeurs négatives qui étaient ici deviennent des valeurs positives. Et donc je vois ici de manière évidente que le motif dont je vous parlais précédemment
sur l'intervalle moins t sur 2 plus t sur 2, c'est une arche de la sinusoïde cosinus de pi f0t. Et donc je peux dire que le motif m de t dans ce cas-là, c'est cosinus de pi f0t que multiplie l'indicatrice sur l'intervalle de temps moins t sur 2 plus t sur 2, d'accord, de la sinusoïde de départ. Alors maintenant que j'ai ce motif, ben je vais faire bêtement la transformée de Fourier de ce motif, et ensuite, avec la règle que j'ai donnée ici, je fais la transformée de Fourier, je viens échantillonner ce résultat que je vais avoir pour trouver les coefficients de Fourier. Alors, il faut trouver effectivement la transformée de Fourier de ce morceau de sinusoïde. Je vous rappelle que m de t égale cosinus de pi f0t, c'est le motif de départ dont on est parti précédemment, multiplié par l'indicatrice de t appartenant à moins t sur 2, t sur 2. Je remplace le cosinus par la demi-somme des exponentielles comme d'habitude, et grâce à la propriété de la transformée de Fourier, donc ici j'ai cosinus de pi f0t que j'ai remplacé par e puissance 2j pi f0t plus e puissance moins 2j pi f0t sur 2 que multiplie la même indicatrice. Maintenant, en multipliant ici cette indicatrice-là par cette exponentielle qui est ici, et en utilisant la propriété de multiplication d'un signal temporel par une exponentielle complexe, je vais obtenir la transformée de Fourier de la fonction rectangle décalée. Alors c'est ce que je vois dans l'équation qui est en dessous, c'est-à-dire que grand M de f est égal à t sur 2, g de f plus f0, décalage vers moins f0, g de f moins f0, décalage vers plus f0, où g de f, on s'en souvient, est égal au sinus cardinal de ft. Je vous rappelle en effet que la transformée de Fourier de cette fonction indicatrice, c'est le sinus cardinal. Alors maintenant, je ne vais pas faire le calcul pour le signal qui va suivre, je le laisse le faire à titre d'exercice. Nous allons observer le spectre d'un train d'impulsion rectangulaire de largeur de 1 milliseconde et dont la période est égale à 10 millisecondes. Alors le signal en question, vous voyez, c'est un signal qui sont des pulses très brefs, qui durent 1/10 de fois la distance qu'il y a entre deux motifs de ce train d'impulsion. Ça ressemble des fois à ce qu'on appelle un signal d'horloge. Alors on voit ici effectivement qu'il me suffit de calculer la transformée de Fourier du motif. Et souvenez-vous que la transformée de Fourier d'un rectangle de durée 1 milliseconde, c'est un sinus cardinal. Et d'autre part, ensuite, quand j'ai trouvé ce sinus cardinal que vous voyez ici sur le spectre, mais qui n'est pas représenté évidemment, puisqu'il ne correspond pas au spectre du signal que je cherche, ce sinus cardinal qui est ici, effectivement, pour obtenir les coefficients de Fourier du train d'impulsion, il me suffit de venir l'échantillonner à des fréquences de la forme K sur T. Et donc j'ai précisément ici, vous voyez, les coefficients de Fourier de ce train d'impulsion. Je dois noter d'ailleurs qu'ici, que comme la durée de l'impulsion est 10 fois plus petite que la période, et bien effectivement, dans un lobe de la transformée de Fourier de l'impulsion, je vais avoir 10 coefficients qui vont être calculés. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on recommence les 10 suivants dans le lobe qui suit. Alors maintenant qu'on a vu effectivement la définition des coefficients de Fourier, la formule de reconstruction du signal à partir de ces coefficients de Fourier, qu'on a énoncé un certain nombre de propriétés, je vous le rappelle, et dont j'ai souligné qu'elles pouvaient être déduites pratiquement par analogie immédiate avec les propriétés de la transformée de Fourier, tout simplement en remplaçant dans la transformée de Fourier la lettre petit f qui désignait la fréquence incontinue par la fréquence harmonique du signal périodique auquel je m'intéresse. Donc cette façon de procéder permet donc de reprendre l'ensemble des formules que nous avons vues dans le cas des signaux d'énergie finie, et donc je ne les reprendrai pas ici. Je vous conseille, moi, de reprendre ces formules-là, d'essayer de les transformer, et à travers les exercices, essayer de reproduire ces formules et de les démontrer dans le cas des signaux périodiques. C'est un bon exercice, c'est, disons, un exercice qui permettra de vous exercer d'une part à la transformée de Fourier, puisque dans un premier temps, vous allez regarder la propriété de la transformée de Fourier, essayer de la traduire en termes de coefficient de Fourier en changeant la fréquence, et ensuite, à démontrer cette propriété par analogie. Alors je terminerai par un élément que l'on a l'habitude d'introduire en traitement du signal et qu'on appelle la distribution de Dirac.
Alors, j'insiste bien, ce que je vais vous présenter à partir de maintenant relève de ce qu'on appelle parfois un calcul symbolique. Alors, je lis ce qui est écrit parce que c'est important. Vous allez voir que ça a des conséquences. Le calcul symbolique avec la fonction de Dirac, donc c'est effectivement ce dont je vais vous parler un petit peu. Et symbolique, que signifie le mot symbolique dans ce contexte? Alors, symbolique signifie qu'on va utiliser des règles de calcul, et ces règles de calcul, c'est celles que je vais vous proposer dans la suite. On aboutit donc, grâce à ces règles de calcul, à des formules qui, dans la plupart des cas, on va dire des cas d'intérêt pratique, sont vraies. Mais comme toujours, le calcul est symbolique, c'est-à-dire que les règles que je vous propose n'ont pas été démontrées. Je vous les propose. Et donc, je ne vous propose pas le contexte mathématique dans lequel elles ont été établies. Résultat, quand vous utilisez cette règle, vous ne savez pas si, finalement, elle est licite de l'appliquer, c'est-à-dire si les conditions que vous avez, vous, sont exactes. Alors, vous avez l'habitude de faire ça souvent, on va dire en physique. Un exemple simple, c'est lorsqu'on vous dit on permute les deux signes sommes, ou on permute le signe somme avec l'intégrale. Vous savez que ce genre de permutation ne peut être justifié qu'à travers un certain nombre de conditions à vérifier. Si ces conditions ne sont pas vérifiées, et souvent, c'est vrai qu'en physique, on oublie de les vérifier, eh bien, il peut se faire que la formule soit fausse. On est un peu dans la même situation. Je vous propose des règles très simples de calcul qui permettent, dans certains cas, de simplifier le calcul de Fourier, mais qui, évidemment, ont l'inconvénient de ne pas fournir les conditions exactes du calcul. Alors, par définition, la distribution de Dirac est l'élément neutre de la convolution. Ça signifie la chose suivante. La distribution de Dirac que l'on note dans la suite delta de t est telle donc qu'elle est l'élément neutre de la convolution. X de t convolué avec delta de t. Je vous rappelle que la définition de la convolution, c'est somme intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de u delta de t moins u du. Eh bien, je dis, par définition, que delta de t est l'élément neutre de la convolution. Ce qui signifie quoi? Eh bien, que le résultat de cette intégrale est égal à x de t. Autre règle qu'il est bon de connaître, delta de t est une distribution paire. C'est-à-dire que si dans un calcul, vous voyez apparaître delta de moins t, ben vous pouvez substituer à delta de t, delta de moins t. Propriété encore associée à la distribution de Dirac, c'est la propriété dite d'échantillonnage. La propriété d'échantillonnage est d'abord à l'instant 0, s'énonce de la façon suivante, donc somme de moins l'infini à plus l'infini de delta de u, x de u, du, est égale à la valeur de la fonction x de t au point 0. Et c'est là où on voit que delta de u n'est pas à proprement parler une intégrale, et que l'objet mathématique est d'une très grande complexité. Il n'existe pas de fonction delta de u telle que son intégrale de moins l'infini à plus l'infini multipliée par x de u du donne l'unique valeur x de 0. Il n'existe pas de fonction qui fait ça, et pour bien comprendre la théorie des distributions, il faut se reporter aux ouvrages de mathématiques qui en parlent, mais je tiens à vous rassurer, dans la suite, je le répète bien, si vous avez à utiliser la distribution du Dirac, vous allez l'utiliser à travers les quelques règles que je viens d'énoncer et qui vont suivre encore quelques-unes derrière, et vous obtiendrez effectivement, grâce à ce calcul, une formule que vous pourrez utiliser. Alors on va prendre un exemple, on va prendre x de t égale l'indicatrice de t appartenant à l'intervalle moins epsilon plus epsilon. Évidemment, cette fonction vaut précisément 1 en 0, puisque 0 est dans l'intervalle moins epsilon plus epsilon. Donc je peux dire que l'intégrale de moins epsilon à plus epsilon de delta de u du, n'oubliez pas que x de t vaut 1, d'accord, dans l'intervalle, est égale à 1, puisque c'est la valeur de x en 0. Et là on voit une chose assez étrange, c'est que quel que soit le epsilon que je prends, l'intégrale de moins epsilon à plus epsilon de delta de u du est égale à 1. Parfois, pour imager ce qu'est une distribution de Dirac, on dit que c'est un rectangle excessivement étroit en temps, dont toute la surface se trouve localisée à l'origine et a pour valeur 1. Alors, les propriétés, je marque propriété mais j'ai tort, je devrais marquer règle de calcul, en toute rigueur, sont les suivantes. Si vous prenez par exemple la distribution de Dirac décalée en T0, eh bien, la transformée de Fourier de delta de t moins T0, c'est l'exponentielle de moins 2jπ f T0. De la même manière, ce que j'ai appelé l'opération dite de modulation,
Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'en fait, la modulation pour moi, c'est multiplié par l'exponentielle complexe de fréquence f0. Or ici, je peux dire que je multiplie 1 par l'exponentielle de Jp f0t. Et bien, sa transformée de Fourier est égale à delta de f moins f0. Enfin, je terminerai par un échantillonnage plus général que celui qu'on a vu précédemment, qui est que lorsqu'on multiplie x de t par la distribution de Dirac localisée en t0, ce qui s'énonce x de t delta de t moins t0, cette fonction qui est ici est identique à x de t0, c'est-à-dire la valeur de la fonction au point t0, multipliée par la distribution de Dirac localisée à l'instant t0. On dit que delta de t vient prélever la valeur du signal x de t à l'instant t0. En fait, la transformée de Fourier, dans un cadre, je dis, mathématique plus général, permet de donner un cadre, une définition, à la transformée de Fourier des signaux périodiques. Alors souvenez-vous que moi, dans la présentation que j'ai faite, je ne peux pas parler de la transformée de Fourier des signaux périodiques. Pour quelle raison? Je vous rappelle que la transformée de Fourier, comme moi je l'ai définie, j'ai insisté sur le fait que je ne définissais la transformée de Fourier que pour les signaux d'énergie finie. Or, clairement, un signal périodique est d'énergie infinie. Sa puissance est finie, mais son énergie est infinie. Donc, en toute rigueur, je n'ai pas le droit de définir la transformée de Fourier d'un signal périodique. Toutefois, en prenant le cadre des distributions, et c'était l'un des avantages de la théorie des distributions, on peut donner un sens mathématique précis à la transformée de Fourier d'un signal périodique. Et alors on écrit les choses de la manière suivante. On peut alors donner un sens à la transformée de Fourier d'un signal qui est un mélange harmonique de fréquence fk en disant que x de t est égal à la somme, d'accord, de ak et puissance 2jp fkt. Je vous rappelle ça, c'est ce que j'ai dit être le cas le plus général de mélange de sinusoïdes de fréquence fk quelconque. Et bien ce signal-là, avec la théorie des distributions, a une transformée de Fourier, et cette transformée de Fourier, x de f, c'est précisément des impulsions de Dirac localisées aux fréquences fk et dont l'amplitude est précisément égale à ak. Et on trouve donc, pour les signaux périodiques, cela revient à donc dire que la transformée de Fourier d'un signal périodique, ce sont des raies de Dirac localisées aux fréquences harmoniques k sur t et dont l'amplitude est précisément les coefficients de Fourier. Mais c'est vrai que nous, dans les calculs, j'essaierai autant que faire se peut de ne pas utiliser la distribution de Dirac parce que je considère qu'il est difficile d'utiliser un outil dont on ne connaît pas complètement les conditions d'utilisation. Mais je l'ai présenté parce que dans la littérature signal, beaucoup d'auteurs l'utilisent et il serait, disons, un inconvénient pour vous de ne pas avoir vu cette notation-là et les règles associées à l'utilisation de cet outil. Alors, là, pour terminer, je vais parler un petit peu aussi de l'une des applications de la distribution de Dirac, c'est de pouvoir donner une signification à la dérivée d'un signal qui procède d'une discontinuité. En fait, on démontre, et là aussi c'est encore une règle que je vous demande effectivement d'utiliser, mais avec précaution, c'est que la fonction delta de t est la dérivée par rapport au temps de ce que l'on appelle l'échelon unité. Donc delta de t égale du sur dt, où u de t désigne la fonction échelon unité. Et la fonction échelon unité, avec notre notation des fonctions indicatrices, c'est tout simplement l'indicatrice de l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. Alors pourquoi ça donne un sens à la dérivée d'une fonction discontinue? C'est parce que si vous prenez une fonction x de t, en voilà une ici, la fonction orange, elle possède une discontinuité au point t0. Il est bien évident que dans la théorie des fonctions telle que vous l'avez vue, cette fonction étant discontinue n'est pas dérivable, et donc je ne peux pas à proprement parler de sa dérivée. Mais malgré tout, avec la théorie des distributions, on pourra dire que la dérivée de x de t, x' de t, est égale à la dérivée de la partie continue qui est ici, xd de t, plus grand A fois delta de t moins t0, où delta de t moins t0, c'est précisément la dérivée de l'échelon unité décalée de t0. Alors, je vous remercie pour avoir suivi cette leçon, et je vous rappelle donc comme d'habitude, pour les exercices, et puis pour tout renseignement dont vous auriez besoin, vous pouvez vous reporter au site internet
de Netuno et cliquez sur Mettre Netu.